Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on attend toujours quelques minutes pour que les personnes aient le temps de nous rejoindre. On peut commencer donc avec une petite introduction pour les personnes qui nous rejoignent. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la 12e séance de ce média capacitant, travail et transition, que nous avons lancé au tout début du confinement, à partir d'une initiative conjointe du laboratoire Athémis, du réseau Cocagne et de l'Institut européen d'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et donc, depuis le début, l'ambition, en fait, ça a été de créer un espace de réflexion, de débat, de discussion autour de grandes questions thématiques et questions que nous rencontrons dans cette période très particulière de crise sanitaire. Et au-delà de la réflexion, l'idée a été depuis le début aussi de dessiner en fait des nouvelles pistes, des nouvelles voies permettant de favoriser des coopérations renouvelées entre nous, entre les proches et les amis qui appartiennent à nos différentes communautés, permettant de créer en fait des occasions aussi de penser des nouvelles initiatives et des nouvelles voies de renforcement des coopérations, et donc des voies aussi de consolidation de toute une série d'activités très émergentes en fait, soit présentes historiquement dans nos activités, soit qui ont émergé aussi dans cette période de confinement. Et on a eu toute une série d'expériences et de témoignages qui montre que cette période a été aussi tout un terreau d'effervescence, qui a créé beaucoup d'élan de solidarité, beaucoup d'élan qui a permis de réorienter des activités pour les mettre davantage au service des grands enjeux qui se sont présentés à nous ces derniers temps, autour de la santé, de l'alimentation, de l'éducation. Voilà. Donc l'idée, c'était aussi de nous aider à nous conforter en fait dans les efforts que nous menons chacun dans nos dispositifs respectifs et puis de s'épauler aussi de manière plus collective. Donc aujourd'hui, c'est la dernière séance de ce cycle de 12 semaines, donc ça fait 3 mois, tout juste aujourd'hui, que nous nous retrouvons de manière hebdomadaire. L'ensemble des rencontres a été enregistré et disponible sur le site d'Athémis pour l'instant, à la page qui est disponible dès la page d'accueil, ça se retrouve facilement, et donc il y a l'ensemble des séances qui sont disponibles en ligne. Donc aujourd'hui, on a décidé de consacrer cette dernière séance à un des points qui avait été évoqué dès la discussion sur le plan de relance, et donc sur la base de la proposition et du texte qu'avait présenté Christian Dutertre, sur les limites d'une logique de plan de relance tel qu'on le voit s'opérer actuellement, et qui ouvrait aussi sur des perspectives nouvelles, des ambitions nouvelles sur un plan de relance plus pertinent sur le plus long terme, et en capacité aussi d'accompagner les transitions. Et donc, on a décidé de consacrer cette séance à la question du financement, parce que si on a vu dans toute une série de séances qu'on a besoin de mettre à distance le monde de la finance pour se centrer davantage sur la question du travail, sur le contenu du travail, sur l'expérience, sur l'effort, sur le sens aussi des activités, sur la finalité. Évidemment que dans un projet entrepreneurial, qui soit porté par des entreprises, par des associations, des collectivités, il y a toujours aussi un rapport avec des besoins de financement et qui sont particulièrement sensibles en ce moment. Et donc, il nous semblait important, comme ça, pour clore cette première phase de travail et transition, de terminer sur cette question épineuse. Et donc, ensuite, peut-être, on va laisser pour la fin aussi une information sur les perspectives qu'on a commencé à dessiner pour une reprise de ce dispositif à partir de la rentrée, dans un format renouvelé. Donc, on a des premières idées
de garder un rythme comme ça régulier, d'un rendez-vous régulier, permettant aussi de rassembler, d'associer des nouvelles initiatives d'autres acteurs aussi qui ont souhaité rejoindre notre espace sur des thématiques, sur des expériences. Peut-être on pourra garder voilà, un petit temps à la fin pour faire cette présentation. Peut-être pour ceux qui ne pourront rester jusqu'à la fin, je présente simplement la date du prochain rendez-vous qui sera le mercredi 9 septembre. Donc après la pause estivale, on peut se donner d'ores et déjà rendez-vous le 9 septembre pour la reprise de nos activités. Donc aujourd'hui, comme ça, un peu comme à chaque fois, ces dernières fois, je vais présenter un peu un petit cadrage de la problématique avant de passer la parole à nos invités. Donc ce qu'on voit à travers la crise sanitaire, c'est qu'il y a eu une fragilisation très importante d'un certain nombre d'entreprises face à des problèmes de trésorerie et de baisse d'activité. Et pour certaines, la crainte aussi de ne pas pouvoir retrouver le niveau d'activité suffisant à court terme et à moyen terme. Avec l'État qui a développé différents types d'aides pour permettre d'absorber le choc à travers toute une série de dispositifs. Pour d'autres, se pose la question de comment affronter un contexte économique bouleversé par la crise sanitaire, avec une baisse de productivité, des nouvelles formes d'organisation qui se mettent en place, et parfois même des réorientations de l'activité productive elle-même. Certaines entreprises sont déjà engagées dans la transition de leur modèle économique, dans une perspective de développement durable et de développement territorial, mais ces entreprises n'avaient pas complètement atteint une maturité suffisante dans leur développement au moment de la crise sanitaire. Et on voit alors le risque de ne pas pouvoir faire face et donc avec le risque de chercher à se replier sur un modèle initial et donc perdre aussi, ainsi la dynamique de transition engagée avant la crise. Dans le même temps, la crise a fait naître des initiatives, on l'a dit, très intéressantes, très originales du point de vue des enjeux de la transition, avec ici le risque de ne pas arriver à prolonger cet élan et les formes émergentes d'activité dans cette phase de reprise d'activité, de déconfinement. C'est par exemple l'exemple qu'on a vu il y a 2 semaines autour du restaurant Quartier Rouge dans le 20e arrondissement de Paris. La crise représente alors une double peine pour des entreprises en transition. D'une part, la privation des recettes nécessaires pour financer une transition sur le long cours, dans un contexte où la transition crée déjà une pression sur la rentabilité. Et d'autre part, la nécessité de repenser l'activité elle-même, son évolution, avec parfois des déplacements professionnels importants en lien avec la crise sanitaire et économique. Et donc, ça pose le rapport au sens du travail, à la finalité productive, l'évolution des compétences, la configuration des écosystèmes. Et tout cela suppose du temps disponible et donc aussi la capacité de financer ces temps. Le plan de relance est une réponse qui a été posée dans une situation d'urgence. Et donc, on voit que malgré une volonté affichée de changement, il reste en fait ce plan de relance pris dans une logique de court terme, essentiellement orienté vers une vocation de permettre une relance rapide d'une économie d'avant, dont dépendent des pans entiers d'emploi, donc avec une responsabilité essentielle aussi de l'État de préserver ces emplois, mais qui rend difficile la recherche de réponses opérationnelles face aux enjeux de la transition. Et donc, on voit le risque en fait, de soutenir des projets déjà existants sans pouvoir opérer les changements nécessaires. À cela s'ajoute aussi que le plan de relance s'inscrit dans une logique de mise en concurrence des projets, en tout cas, qui risque d'accroître des concurrences soit sectorielles à l'échelle nationale, ou alors même des concurrences entre acteurs, entre entreprises à des échelles plus territoriales. Alors que la transition, on l'a vu, cherche à construire et a besoin de construire des logiques davantage de coopération.
de coopération. Et donc, le risque existe en fait que les aides soient accaparées en grande partie par les acteurs de la finance, financiers, dans la mesure où ils seraient dirigés vers le soutien aux banques d'un côté et aux grandes entreprises industrielles et financiarisées de l'autre, sans contrepartie spécifique. Et donc, si chacun s'accorde en fait sur la nécessité de s'inspirer des expériences innovantes permettant d'expérimenter les conditions de la transition vers un développement durable, les réponses sont plus floues sur le plan du financement lorsqu'il s'agit de mobiliser des conditions nouvelles, alternatives, surtout dans une époque où il y a une accélération des enjeux à une grande échelle. Donc on sort en fait de petites expérimentations, mais il y a un appel assez massif de changement des pratiques alimentaires, de nouvelles réponses à apporter à la situation sanitaire qui est complètement renouvelée, reconfigurée par la crise pandémique et post-pandémique. Donc, de ce point de vue, la transition doit être appréhendée comme relevant d'une innovation de rupture, principalement servicielle, et non pas dans une logique de continuité, de ce qu'on peut appeler une innovation incrémentale, d'ordre technique ou technologique, mais qui s'inspire plutôt d'une dynamique de continuité. Et donc, il s'agit bien de faire émerger des réponses nouvelles relevant d'une autre forme d'agencement d'acteurs pour élaborer des solutions intégrées, maillant biens et services et reposant sur des logiques de coopération dans une perspective d'écosystème territorialisé. Et donc, c'est là où le plan de relance, on voit bien, il permet d'encaisser le choc sur le court terme pour soutenir la trésorerie derrière les emplois, avec ce risque du coup que les aides soient captées par les grandes entreprises déjà en place et dans des rapports de force permettant de jouer un rôle important dans le fléchage de ces financements. Mais on voit bien que dans un deuxième temps et sur un temps plus lent, il a besoin de repenser des logiques d'investissement pour soutenir l'investissement d'une manière nouvelle et donc en permettant aussi d'accompagner l'émergence de nouveaux acteurs, de nouveaux projets, de nouvelles dynamiques et donc de développer aussi la qualité des coopérations entre ces acteurs. De ce point de vue, le financement de la transition pose 3 points, en fait, de notre point de vue, plusieurs points, mais en tout cas, on essaie d'évoquer ici 3 points spécifiquement. Le premier, c'est la manière dont les acteurs financiers financent des projets d'innovation territoriale, servicielle, et le dispositif de garantie auxquels sont adossés ces financements. Dans une innovation incrémentale, de type technique, industrielle, la garantie est essentiellement fondée sur des connaissances du passé, sur des formes d'expertise de ce que l'on sait déjà, avec la possibilité d'évaluer la capacité de remboursement, le retour sur investissement, sur ces connaissances déjà bien établies. Et donc, c'est une logique de marché qui organise des rapports autour de biens standardisés, bien maîtrisés, et donc d'une logique industrielle aussi, qui organise le contrôle par l'anticipation du processus productif. Mais nous connaissons les limites de ces logiques. Si on passe dans une innovation servicielle, il y a besoin de poser un autre cadre de garantie qui doit être, lui, davantage fondé sur l'engagement de tous les acteurs dans le projet. Et donc, dans un agencement pertinent entre des acteurs co-engagés et co-responsables au regard de l'action, dans une logique donc, qui cherche à construire des réponses opérationnelles nouvelles, émergentes, vis-à-vis des enjeux du réel. Le deuxième point, c'est le fait que les besoins de financement ont besoin aussi de reposer sur des dispositifs d'accompagnement relevant de ce qu'on peut appeler une ingénierie servicielle. La transition a besoin d'être accompagnée et la qualité de cet accompagnement joue aussi un rôle important dans les garanties qui peuvent être apportées. Cet accompagnement porte sur la construction des alliances entre acteurs autour des grands enjeux de la santé, de l'alimentation, de l'éducation, les grandes sphères fonctionnelles. C'est un accompagnement qui doit permettre aussi d'animer des réseaux et des communautés de relations, de confiance, de coopération. C'est un accompagnement aussi qui doit permettre de poser des nouvelles méthodologies d'action en conduite de projets adaptées à cette innovation de rupture de type serviciel. C'est aussi l'accompagnement de l'évolution des compétences à partir de l'expérience du réel. C'est faire évoluer les repères professionnels dans
tout un tas de métiers qui sont aujourd'hui très percutés en fait par le changement de la donne en fait dans le contexte, et également un accompagnement qui doit être adossé, qui doit adosser l'ingénierie de projet à des espaces de réflexivité et de recherche-action en sciences humaines et sociales. Troisième élément, c'est le rôle d'une organisation intermédiaire capable de créer une sorte de sas entre le monde de la finance avec son mode de fonctionnement actuel et les entreprises et les projets engagés dans la transition. Il y a besoin de créer un espace d'intermédiation, de traduction, de médiation pour éviter un contact trop direct, en fait, qui rend en fait les entreprises, qui mettent les entreprises en difficulté. Et donc, c'est un rôle de médiation du point de vue de l'ingénierie financière pour atteindre des seuils critiques, être cette interface de critères entre le monde de la finance et les entreprises. C'est un espace d'animation de la coopération, de la gouvernance, de dispositifs renouvelés de garantie et des espaces qui permettent d'apporter une méthodologie d'action dans l'accompagnement. Et donc, notre hypothèse, c'est que le financement de la transition ne relève pas uniquement d'une ingénierie financière, mais elle a besoin aussi d'espaces de gouvernance ouverts, fondés sur l'engagement de tous, y compris les acteurs de du financement, et de méthodologies d'accompagnement adaptées à la nature des projets innovants recherchés du côté de la transition. Et donc, c'est la direction de nos réflexions au sein de Travail et Transition, au sein d'Athémis, au sein du réseau Cocagne et de l'Institut d'économie de la fonctionnalité. Et c'est aussi ces ensembles d'éléments que nous souhaitons débattre avec vous, à partir aujourd'hui de deux expériences. La première qui sera portée par Max Scheffer, qui est directeur du jardin Optimisme, qui fait partie du réseau Cocagne, situé près de Lorient. C'est une SCI qui s'appelle La Courte Échelle, qui est une foncière qui a été créée pour porter un projet territorial à la fois de production et d'éducation. Et donc, on en saura plus par Max lui-même. Et le deuxième témoignage de François-Xavier Le Chevalier, qui est dirigeant de Riedel Énergie, qui est situé en Normandie, et qui est une entreprise qui conçoit et fabrique des dispositifs de récupération de chaleur pour l'industrie. Et donc, qui a suivi un parcours d'accompagnement EFC et qui est très engagé dans le club INE, qui est le club normand d'économie de la fonctionnalité, membre de l'Institut. Et donc, je passe tout de suite la parole à Angélique pour le témoignage de Max. Et donc, je en profite aussi pour remercier les témoins de leur présence. Oui, alors, effectivement, aujourd'hui, on est avec Max Scheffer, directeur d'Optimisme, qui est à la fois un jardin de cocagne relativement classique, c'est-à-dire une ferme bio en insertion, et à la fois qui a développé toute une série d'externalités positives sur le territoire. Donc, vous êtes déjà sur plusieurs sites, Max, à savoir Lorient, Pont-Scorff, Riantec, si je n'oublie rien. Et avant de rentrer dans le projet là, qui émerge et pour lequel vous avez créé spécifiquement une SCI, est-ce que tu peux nous dire de manière générale les problématiques de financement qui peuvent se poser dans une structure comme la tienne et comment vous envisagez un peu votre modèle économique très engagé en tant qu'acteur de la transition? Ok, et bonjour à tous. On a donc différents sites de production maraîchère et on fait aussi d'autres activités, livraison à vélo, entreprise d'espace vert, éco-pâturage, etc. Et effectivement, on a pas mal de besoins d'investissement notamment. Et ce qui est compliqué aujourd'hui, ça va être quand on a une activité, aujourd'hui on a une entreprise, une association en fait qui chapeaute le tout. Ça va être de faire comprendre aux financeurs que on agit à travers nos différentes activités, quoi. Donc chaque activité en fait a son propre besoin de financement, et c'est pas parce qu'on va solliciter une fois pour le démarrage d'une activité de livraison à vélo qui a son intérêt pour la commune, enfin pour le territoire, que on aura
un autre besoin d'investir dans du renouvellement de tracteurs, etc. Donc ça, c'est pour le quotidien. Et puis qu'après, on va avoir des nouveaux projets. Installer une ferme complète, c'est minimum 300 000 euros. Et à un moment, on se retrouve comment dire, à dépasser clairement les capacités d'investissement des collectivités locales qui ne vont pas pouvoir, en tout cas, accompagner le rythme, parce qu'on a un rythme de développement assez soutenu, on va dire. On a au moins 1 ou 2 projets par an quoi, qui vont démarrer. Et donc, on va avoir cette difficulté-là de trouver des interlocuteurs, sachant que même une fondation va pouvoir nous accompagner 1 an, 2 ans, mais en fait, on a besoin d'interlocuteurs sur la durée, quoi, de financement sur la durée. Merci. Et donc, du coup, là, plus particulièrement, parce que c'est vrai qu'en plus, une ferme bio, tout le modèle agricole repose sur beaucoup d'investissements, hein, que ce soit l'accès à la terre, l'accès au foncier et ensuite tout l'aménagement d'un certain nombre de choses sur les terres, à savoir les serres d'irrigation, etc. Donc, c'est un modèle assez particulier pour une rentabilité finalement et des marges qui ne sont pas si élevées que ça. Donc, c'est toujours très difficile hein, pour les fermes en particulier de trouver leur modèle et de pouvoir un petit peu financer leurs investissements. Donc là, plus particulièrement, il y a des terres qui se sont libérées à Lanester, donc de l'autre côté de la rive, en face de l'Orient. Et donc, du coup, pour préserver ces terres et dans le giron et dans leur fonction agricole, on va dire, vous avez décidé de les racheter, mais de les racheter non pas au titre d'optimisme, mais en montant une SCI, donc une société civile immobilière, ce qui permet à la fois à des particuliers et à la fois à des personnes morales de prendre des parts dans ce projet et donc de financer ce projet. Donc ça a été accompagné notamment par Terre de Liens, avec qui vous conseille sur ce sujet-là, puisque donc Terre de Liens, qui est une association qui a monté une foncière à l'échelle nationale pour acheter les terres agricoles et les préserver et permettre l'installation d'agriculteurs bio. Donc vous avez un petit peu calqué ce modèle, on va dire, à l'échelle locale. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment s'est passée la levée de fonds, quel en a été le résultat et pourquoi vous êtes passé par cet outil plus particulièrement? Oui. Oui. Alors, ouais. L'origine, effectivement, comme tu présentais, il y a 2 aspects, quoi. Il y a le fait que nous, sur le territoire, on avait des petites fermes, hein, les jardins de coquines qu'on a, nous, aujourd'hui, c'est 2-3 hectares. Donc, on se retrouve vite limité, en fait, dans notre capacité de développement et de répondre aux besoins de la population, en tout cas, toutes les sollicitations qu'on peut avoir, particuliers, magasins, restaurants, etc., resto-co. Et donc, on cherchait depuis longtemps des terres supplémentaires, d'une part. Et de l'autre, on est très engagé sur le territoire via le Conseil agricole et alimentaire, qui a, il y a une charte qui a été écrite localement, qui n'a pas énormément d'ambition, mais ça a le mérite d'avoir mis des acteurs autour de la table. Et donc, on se réunit voilà, depuis 6 ans maintenant, je pense, que c'était pendant tout le mandat, là. Et en fait, dès qu'on a voulu amener des questions de transition, etc., on s'est très vite heurté au point de vue foncier, hein, comme dans tous les territoires. Donc, ça a toujours été l'élément de base quoi, pour développer des projets agricoles. Donc, on avait, avec plusieurs acteurs, déjà émis cette hypothèse de qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Et on était vraiment impuissants, en fait, sur le territoire, de voir des terres alors pas forcément disparaître. Il y en a qui disparaissent, d'une part. Après, c'est surtout des regroupements qui se font, quoi. Donc, c'est-à-dire des terres conventionnelles qui se font racheter par les voisins. Et puis, tous les acteurs bio ou tous les petits porteurs de projets qu'on croise n'ont absolument aucun moyen de rentrer dans la boucle. Ou alors, c'est vraiment très, très compliqué, quoi. Et nous-mêmes, on avait fait cette expérience de répondre sur quelques
sur quelques terres bio et on n'avait jusqu'ici pas été retenu par la SAFER. Donc là, il y a eu un concours de circonstances par rapport à ça. Donc, nous, on avait candidaté sur ces 25 hectares avec l'ambition, effectivement, d'en faire un projet un peu d'une autre dimension, hein, parce que, voilà, donc pas un jardin de cocagne, mais plutôt travailler la question de la formation, de la qualification, la poursuite un peu de ce qu'on fait sur les jardins de cocagne. Jardin de cocagne, on est sur la découverte des métiers agricoles. Et puis, après, si on veut demain former des paysans, et quand on sait que, notamment, en Bretagne, bon, les formations, maraîchage bio, etc., sont extrêmement limitées, et puis que ce n'est pas forcément adapté à des formations théoriques à toutes les personnes qu'on accompagne dans les jardins. On cherchait un lieu d'expérimentation pour travailler cette question de la formation pratique, quoi, un lieu, voilà. Et donc, on a répondu effectivement à l'appel à la candidature de la SAFER pour acheter ces terres et on était retenu 3e. Voilà, c'est des terres qui ne sont pas extrêmement de bonne qualité. Donc, c'est aussi pour ça que les 2 premiers n'ont pas finalement donné suite à ces terres. Par contre, pour nous, ça avait un enjeu énorme parce que c'est des terres qui sont en plein centre de l'agglomération, quoi. Et on imaginait tout le potentiel éducatif qu'on pouvait y ajouter, le potentiel pédagogique, quoi, qu'il pouvait y avoir. Et donc, on a eu 2 semaines, c'était en plein confinement, on nous a appelés, on nous a dit, bon, finalement, c'est vous maintenant, vous avez 2 semaines pour savoir si vous les achetez ou pas, sachant que ça faisait 6 mois que nous, qu'on avait déposé notre candidature, on ne comptait plus vraiment dessus. Et donc, on a décidé de les acheter et de poursuivre ce débat. Et après, quand la question du financement s'est posée, donc ces terres, ça coûtait à peu près 120 000 €. 120 000 €, nous, on n'a pas de souci particulier on a plutôt une gestion en ce moment correcte de la structure, donc on a une capacité d'emprunt. Et donc, on pouvait faire un appel, c'est d'ailleurs ce qu'on a fait, parce que sinon, on ne pouvait pas signer la promesse d'achat. Donc, on a demandé à notre banque un prêt de 120 000 €. Donc là, c'était le Crédit Coopératif qui a accepté de nous faire un prêt. Et donc, on a pu obtenir ces terres. Après, quand la question s'est posée de savoir est-ce que c'était… donc, d'une part, est-ce que c'était la vocation d'un jardin de cocagne, de notre association des propriétaires de terres, et de l'autre, de mettre finalement notre trésorerie dans de la terre, même si c'est assez noble, mais pour l'association, on a aussi besoin de trésorerie, hein, comme je disais tout à l'heure. Et puis enfin, se dire que nous, c'est bien, mais le projet de maintien des terres et d'installer des agriculteurs, on le partage avec d'autres acteurs sur le territoire. Donc, on a décidé d'abord, on a sollicité brièvement quelques structures pour voir si, comme c'était une période assez trouble, c'était pas si évident de savoir comment chacun allait se positionner. Et puis, on a du coup eu des bons retours de certains partenaires associatifs ou d'entreprises comme la Biocoop sur le territoire, avec qui on est très en lien, et assez motivant pour nous dire qu'on avait une base qui nous permettait, même si peut-être la population ne répondait pas vraiment à cet appel de fonds, on avait quand même une base et que ce sera toujours beaucoup plus intéressant, au moins d'initier cette SCI, quitte à la développer plus tard et de relancer la dynamique en des temps plus apaisés, quoi. Donc, on a décidé, on avait aussi des délais vis-à-vis de la SAFER, etc., mais on a décidé de lancer l'appel de fonds juste à la sortie, ça s'est fait juste à la sortie du confinement, et là, c'était vraiment un peu qui tout double, quoi. Soit la population avait subi un peu l'aspect très contraint et morose un peu du confinement et préférait conserver en fait ses financements en cas de seconde vague, d'autres crises, de crises économiques à venir, soit on trouvait un emballement de personnes qui, face à ce qu'on venait de vivre, se disaient il faut au contraire des nouvelles solutions, etc. Et donc, on a eu la bonne surprise d'avoir le deuxième cas, quoi. C'est-à-dire que nous, on espérait lever 120 000 € en un mois, on trouvait que c'était très court, et au final, on lève 230 000 € en un mois, et on a 300 personnes qui
qui ont pris des parts. Donc, il y a aussi un nombre très conséquent par rapport aux SCI qui se créent en Bretagne. Et oui, et tu avais précisé que la SCI, nous, on s'était bien sûr tourné tout de suite vers Terre de Liens qui ont l'expérience de ce type d'accompagnement, SCI ou GFA. Mais c'est vrai qu'ils étaient très, très surpris eux-mêmes de l'emballement qu'il y a eu sur ce projet. Du coup, donc tu l'as expliqué, donc en un mois, 300 personnes, 230 000 euros de levée, ça crée une communauté d'acteurs locaux. Tu l'as dit, il y a à la fois, peut-être nous repréciser, parce qu'il y a des particuliers, puis il y a un certain nombre d'associations locales. Tu as parlé de Biocop en termes d'entreprise. Oui, on a l'agence locale de l'énergie qui a pris des parts. On a après pas mal d'associations de protection de l'environnement, plutôt locales, quoi, Nature et Culture, Tarzéol, enfin, c'est des choses qui agissent aussi sur la préservation des terres, mais pas que, quoi, sur le Pays d'Orient. Réseau Cohérence en Bretagne qui est un peu actif. Et puis, on a eu aussi des petits entrepreneurs que je ne connaissais pas du tout, mais qui ont pris voilà, quelque part en leur nom propre. On a quelques célébrités qui ont pris des parts aussi. Célébrités du foot sur l'Orient et célébrités aussi du mouvement des coquelicots. Donc, on a quelques personnes autres quoi, qui ont pris des parts, mais sinon, aussi, on a eu des associations locales avec qui on avait déjà des relations. Et le GAP, bien sûr, les amis de la conf. Voilà, donc un peu divers, et ça, c'était très, très positif pour les Rivières Bretagne parce que, en fait, ces structures-là nous ont fait aussi rentrer dans leur réseau. Parce qu'à partir du moment où elles prennent des parts, en plus, nous, c'est pas un projet. Donc la SCI ne devient plus un projet d'optimisme, c'est aussi un projet où c'est beaucoup plus facile pour toutes ces associations d'adhérer, de relayer. La Biocop doit avoir 20 000 adresses mail. Enfin bon, on a des grosses forces de diffusion, quoi, aussi grâce à ça, quoi. Et du coup, au-delà de la levée de fonds, là, tu espères une dynamique. Il y a des gens que tu connaissais déjà, d'autres qui vous découvrent à travers ce projet. On en a discuté un peu. Tu disais, les raisons, c'est avant tout philanthropique, de préservation de terre, d'un lieu d'application et de formation, parce qu'effectivement, on n'a pas trop totalement développé, tu l'as un petit peu dit, mais l'objet, c'est bien de former des personnes et de les installer sur les terres. Donc, il y a cette volonté. Ouais, peut-être il y a deux choses à ce niveau-là, quoi. Il y a une partie sur la formation pour peut-être amener des personnes à devenir ouvriers, maraîchers, légumiers, etc. ailleurs, quoi. Et puis il y a la moitié où on aimerait qu'il y ait, enfin nous on souhaite, parce qu'on ne voulait pas prendre la totalité, on souhaite qu'il y ait des personnes qui s'installent sur ce lieu. Voilà, il y a deux parties dans le projet. Voilà, donc vous êtes sur une ferme à peu près de 25 hectares et vous êtes à peu près sur moitié-moitié dans le projet entre l'installation et le lieu d'application, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, par rapport à ces gens qui s'impliquent, au-delà de la dimension philanthropique, est-ce que tu pressens, tu espères une sorte d'engagement dans le projet, un dynamisme autour de ce projet? Et qu'est-ce que ça te fait éventuellement envisager par la suite en termes de coopération? Il y a plusieurs pistes, effectivement, avec une telle communauté, quoi. Donc, déjà, on a fait 2 rencontres sur place pour présenter un petit peu le projet avant que les personnes vraiment prennent leur part. Et il y a eu à chaque fois une cinquantaine de personnes qui sont venues. Énormément de questions là-dessus et effectivement des questions sur comment est-ce que les personnes peuvent, de quelle manière ils peuvent contribuer au projet personnellement. Aujourd'hui, c'est encore aux prémices parce que nous, on n'avait jamais imaginé qu'on ait autant de monde derrière ce projet. Une chose qu'on avait voulu faire dès le début, c'était constituer comment dire, une cellule de veille foncière, d'avoir un groupe de personnes qui soient tout le temps dans une veille, donc que ce soit bien sûr une veille Internet sur les appels à candidature, etc.,
mais aussi une veille parce que on peut simplement circuler, discuter avec des agriculteurs et connaître un peu l'arrière-pays, quoi, ou les recoins, toutes les histoires. Et ça, c'est quelque chose enfin, c'est inestimable. Personne n'a vraiment cette connaissance approfondie, ni la Chambre d'agriculture, ni le GAB. Et en fait, pour la petite histoire, ce terrain, c'est comme ça qu'il est arrivé à sortir et à être vendu. C'est parce que on a une personne autour dans notre entourage qui connaissait le voisin, qui avait discuté avec l'agriculteur, quoi. Et en fait, toutes, tous ces échanges-là, ces relations-là, qui n'ont pas, pas de valeur monétaire, ça nous apporte tout de suite des moyens énormes et multipliés par 300, quoi. Donc ça, pour nous, c'est la partie la plus engageante et c'est vraiment là-dessus qu'on attend les personnes. Après, évidemment, le terrain, par exemple, là, c'est un terrain qui n'avait pas été cultivé depuis 2-3 ans. Il est en partie très envahi par le rumex, quoi, une plante invasive, et qui est très compliqué à retirer, sauf en bio manuellement. Bon, bah, on sait qu'on peut organiser une grande campagne de défrichage, quoi, où on va retirer les rumex à la main. Après, on a d'autres personnes qui nous ont dit, mais si vous avez des personnes qui s'installent, nous, on sera directement les premiers consommateurs de ces personnes-là. Donc, on voit que de multiples manières, les personnes vont pouvoir participer, soit en chantier, soit en client, soit en veille foncière. Et donc, c'est effectivement 1000 fois plus. Enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Si on imagine qu'on a hésité entre acheter ça avec un prêt bancaire ou tout d'un coup se doter d'une, on appelle ça une communauté, mais en tout cas un ensemble de personnes autour de nous, autour de ce projet-là, c'est assez formidable. Oui, est-ce que là, peut-être rappeler aussi que dans le modèle de SCI, les gens achètent des parts et c'est des parts qui sont bloquées pour 5 ans. Ensuite, ils peuvent récupérer leurs parts, d'autres peuvent en prendre. Ça marche aussi avec une espèce de dynamisation et d'engagement dans le projet qui fait qu'il va peut-être y avoir un renouvellement de l'implication des gens, mais qu'il y a quand même cette sécurisation vis-à-vis de l'implication des gens dans le projet, quoi. Oui, les personnes sont là sur du long terme. Et peut-être ce que je n'ai pas précisé, c'est que donc on a levé 230 000 euros. Il y a 120 000 euros pour ces terrains-là. L'objectif, c'est pas uniquement sur ce projet-là, quoi. On est bien sur une veille pour continuer à acheter d'autres terres agricoles. Donc, il y a un vrai intérêt du collectif à se mobiliser là-dessus, parce qu'en plus, on a déjà les moyens. Et puis, il y a aussi un intérêt, c'est que par exemple, là, nous, je disais, on aimerait bien installer des personnes avec nous. Bon, bah, si on avait été tout seul sur ce terrain, bon, on aurait choisi, on a quand même un réseau et voilà, on aurait certainement trouvé des personnes à installer, etc. Mais on aurait choisi avec nos critères, on ne sait pas forcément les meilleurs. Là, on va constituer un groupe de réflexion et en fait, c'est toute l'Assemblée générale qui choisira quel paysan va venir s'installer là. Oui, ça m'amène à une dernière question qui est celle de la gouvernance, puisque effectivement, on sort de la relation production consommateur, producteur-consommateur, on sort de la relation client, on va dire, pour être sur quelque chose en lien avec les usagers, mais même au-delà des usagers, c'est de l'implication dans un projet. C'est-à-dire que les gens n'auront pas forcément, pourront consommer les légumes produits, mais finalement, ils sont venus pour autre chose dans un premier temps. Ça vous engage en termes de dialogue, en termes de concertation, en termes de gouvernance? Peut-être la dernière question pour voir ce que ça veut dire, ce type de financement vis-à-vis de la gouvernance et de la mise en place d'un tel projet. Vous êtes plus libre et indépendant. On est peut-être moins libre, c'est ça que tu veux dire? En tout cas, ça Ouais. vous engage à faire autrement,
en Ah termes bah oui, de complètement. Non, complètement. Donc ça, comme tu viens de le dire, hein, c'est très juste, quoi. Ça nous engage parce que même si en vrai, on est dans une relation propriétaire-locataire, donc on a finalement peu d'engagement à part le fait de ne pas abîmer les biens. Donc là, c'est des terres agricoles, on s'engage à les cultiver en agriculture bio. Mais bon, on a 300 personnes qui vont venir ici, c'est quand même leur terre. Et, et nous, c'est bien aussi ce qu'on souhaite, avoir un lieu très accueillant, etc. Donc on va avoir des personnes qui vont venir en permanence regarder ça, qui vont attendre qu'on atteigne des résultats, donc, qui vont forcément rentrer dans ce projet. Et donc nous, on s'est dit qu'on allait aussi en profiter. Donc habituellement, pour nos cellules projet ou quoi, on fonctionne plutôt avec les salariés et des administrateurs de la structure. Et là, ça nous paraît naturel d'associer, devant l'élan qu'il y a eu, on associera forcément, on va le proposer à quelques personnes de venir construire le projet avec nous, une forme de comité de pilotage. Ça marche. Merci, Max. Pour conclure et passer la parole au prochain témoignage, peut-être retenir qu'on est bien sur des projets qui se construisent dans le long terme, que vous, on en a parlé, là, on pourra en revenir peut-être dans les échanges qui étaient encore parmi nous, mais on sait qu'au-delà de l'achat des terres, vous allez avoir des investissements, etc., et que ce genre de projet, même si vous êtes donc en location, en fermage avec la SCI, en tant qu'exploitant du terrain, vous ne pourriez l'envisager que parce qu'il y a un projet de long terme et que vous êtes sécurisé sur le long terme. Et la deuxième dimension, c'est bien l'engagement avec les différentes parties prenantes. Ça fait partie du modèle Jardin de Cocaigne, puisque depuis le début, les jardins basent leur modèle économique sur l'adhésion d'adhérents consommateurs. Et là, on voit bien qu'on passe un cran supplémentaire dans le financement et dans le modèle économique du jardin. Merci, Max. Je ne sais pas si tu restes un peu avec nous pour les échanges. Si, ouais, je vais essayer de rester un petit peu. Merci beaucoup, Max, et merci, Angélique, pour avoir préparé et animé ce temps très intéressant. Je passe la parole à Olivier. Tu nous présentes François-Xavier. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, alors nous allons passer sur un autre registre des problématiques de financement et en lien avec les enjeux de transition, notamment à travers donc là le témoignage de François-Xavier Le Chevalier, qui va éclairer quelque chose qui nous a semblé intéressant à partager, c'est comment l'État met en place des dispositifs qui cherchent dans une visée principale à soutenir la transition, ici la transition énergétique, à travers les certificats d'économie d'énergie, et comment, en même temps qu'il y a ce geste, ça produit des effets pervers qui peuvent être extrêmement importants. Et du coup, comment là, l'entreprise Ridel Énergie, dont François-Xavier, le dirigeant, essaie de trouver une réponse plus pertinente à ces dispositifs de financement de la transition. François-Xavier, je te remercie vivement d'avoir su te dégager pour témoigner. Peut-être un premier point, c'est de présenter ton activité, ta structure, ce que tu fais, etc. Un premier point pour qu'on voit à peu près de quoi il s'agit. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Parfait. Et donc oui, je suis dirigeant de la société Ridel Énergie. On est basé en Normandie et nous sommes fabricants, et uniquement fabricants, c'est important, j'y reviendrai après, d'équipements de récupération de chaleur sur installation frigorifique. Donc un nom barbare pour dire qu'en fait nous fabriquons des machines qui sont des gros chauffe-eau qui permettent de valoriser des rejets de chaleur de tous les groupes qui produisent du froid dans toutes les entreprises qui nous entourent. Et on récupère cette chaleur pour produire gratuitement de l'eau chaude, pour répondre à 3 grands besoins, des besoins de chauffage, des besoins d'eau chaude sanitaire et des besoins liés à des process. Donc, une machine frigorifique, elle permet de produire du froid, donc on les retrouve chez le boucher. On ne travaille pas du tout avec le particulier, on a principalement une activité
pour le professionnel. Donc le boucher, tout le commerce de proximité, la restauration, les grandes et moyennes surfaces et l'industrie, et plus particulièrement l'industrie agroalimentaire, tout ce qui est abattoir, cuisine centrale, préparation de repas, qui sont des très gros consommateurs d'eau chaude et également sont des gros consommateurs de froid pour la conservation des denrées alimentaires. Donc, on essaie d'être le trait d'union entre ces rejets de chaleur en provenance des groupes froids et les productions d'eau chaude, qui sont des postes de dépenses énergétiques colossaux. Très bien. Tu peux peut-être à ce moment-là nous indiquer, nous éclairer sur comment fonctionnent ces certificats d'économie d'énergie et peut-être indiquer dans le secteur d'activité qui est le tien, qu'est-ce que tu voyais comme mécanisme pervers qui pouvait s'installer par rapport à ce type de dispositif mis en place par l'État pour soutenir la transition énergétique? Alors, le certificat d'économie d'énergie, qui est appelé C2E, c'est quelque chose que tout le monde a croisé à un moment donné. C'est des choses que vous voyez, c'est le chèque énergie que l'on retrouve quand on peut changer les fenêtres à la maison, quand on fait, en ce moment, vous voyez sur votre Facebook, votre pompe à chaleur pour 1 euro, l'isolation de vos combles pour 1 euro. Voilà. Derrière tout ça se cache en fait le certificat d'économie d'énergie, qui est un dispositif d'argent privé et non pas d'argent public. Donc, c'est une prime à l'investissement qui est là pour inciter l'utilisateur final, qu'il soit particulier ou professionnel, à réaliser des travaux qui vont dans le sens de la performance énergétique. Donc, si demain vous voulez changer votre chaudière, au lieu de mettre une chaudière par une chaudière qui va continuer de consommer du fioul, même si elle a des rendements meilleurs entre la chaudière de 1980 et la chaudière de 2020, on va plutôt vous emmener vers une pompe à chaleur. Et donc, ces matériels-là sont fortement aidés par le dispositif des certificats d'économie d'énergie, et pas que. Les certificats d'économie d'énergie proviennent en fait des grands énergéticiens qui polluent ou distribuent de l'énergie et ont malheureusement une action parfois malveillante sur notre environnement. Et donc, tous les ans, ils payent de fortes amendes à la Commission européenne. Donc, je simplifie, je fais les grandes lignes, il n'est pas de rentrer dans le détail. Et il y a quelques années, a été mis en place par le gouvernement français une obligation de résultats sur le territoire national, qui est de dire vous distribuez du carburant, vous polluez, vous distribuez du fioul, vous polluez directement ou indirectement. On vous demande de faire la promotion de différentes solutions d'économie d'énergie au service des foyers, au service de la précarité énergétique et des entreprises. Et vous allez accompagner ces dispositifs-là par une prime à l'investissement. Et cette prime à l'investissement que versent ces pollueurs, en fait, vient en déduction de l'amende qu'ils payent normalement la Commission européenne. Depuis plusieurs années, on travaille en période triennale, ils ont des quotas qui ne cessent d'augmenter et donc le dispositif ne cesse de s'intensifier. Donc, au point de départ, ça avait une valeur l'objectif était absolument bon, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de perversité, on était là pour accompagner un investissement et tout ça était plutôt bien maîtrisé jusqu'au moment où on a commencé à avoir des gens malveillants arriver de manière à ringardiser la proposition technique et dans le choix des matériaux et des solutions techniques de manière à maximiser le gain par rapport au certificat d'économie d'énergie. Donc, en oubliant l'effet bénéfique du départ, qui était de promouvoir une solution de performance énergétique pour diminuer la facture, ils sont arrivés à proposer le plus bas des systèmes et le plus bas des matériaux de manière à obtenir le maximum de certificats d'économie d'énergie. Et c'est ce qu'on voit. Alors, il n'y a pas que des mauvais acteurs, hein, ce n'est pas ce que je dis, mais quand on voit l'isolation des combles à 1 euro, vous avez des gens qui font un démarchage extrêmement agressif et derrière ce 1 euro, vous particulier, vous ne payez qu'1 euro. Le chantier en coûte 5 000, mais derrière, il y a 20 000 euros de C2E. Donc, plus le chantier, moins le chantier coûte cher et plus le gain est absolument énorme, mais moins le matériau est bon, moins la facture énergétique va baisser.
Donc, l'objectif de départ était excellent et au bout d'un moment, il y a eu quelques côtés, des côtés pervers qui sont venus s'intégrer dans le dispositif du C2E. Oui, si je comprends bien, Xavier, on a même des situations où, en faisant le geste d'aller installer quelque chose chez un particulier, mais aussi là dans les entreprises, c'est de ça qu'on discute là, l'entreprise qui gérait ces C2E, donc qui faisait cette installation, cette vente, pouvait gagner de l'argent uniquement dans une logique financière et pas du tout liée à son activité de mise en place de tel ou tel dispositif technique. Oui, tout à fait. Donc Oui. aujourd'hui, contrairement à une subvention qui est de l'argent public, qui est en général limitée par le montant de l'investissement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher davantage de subventions que d'investissements ou que de dépenses financières, le certificat d'économie d'énergie est basé sur un mode de calcul qui est différent, qui est bon, mais qui ne le limite pas par rapport à la fourchette d'investissement que l'on a réalisé. Ce qui donne en effet des effets un peu pervers sur certains acteurs. Voilà. Et les clients n'ayant pas toujours conscience qu'en faisant venir telle ou telle entreprise et en ayant tel ou tel choix technique, en réalité, l'enjeu pour celui qui venait faire cette démarche, ce n'était pas de mettre ce dispositif technique, mais c'était la logique financière adossée au certificat d'économie d'énergie. Oui, alors tout à fait. Mais après, il y a l'autre aspect aussi, c'est que pour le monde du particulier, c'est ce que vous venez de décrire, pour le monde du professionnel, c'est-à-dire que le C2E pouvait à un moment devenir un outil de financement de la trésorerie. Pour un investissement de 100 000, si vous obtenez 200 000 de C2E, ça devient absolument pervers et on va chercher plutôt à améliorer sa trésorerie plutôt qu'à travailler sa performance énergétique. Donc on a oublié, on a complètement décalé l'objectif de départ. Voilà. Donc ça, c'est un des points pour lequel on a fait le constat et sur lequel on a décidé d'avoir un vrai travail de positionnement différent et qu'on s'est mis à travailler en coopération avec un partenaire de C2E, de certificat d'économie d'énergie, mais pas que, donc qui intègre une facette de bureau d'études. Et on a essayé de mailler notre position, nous, de fabricants, où on fournit un bien, avec l'approche service de ce bureau d'études qui vient apporter, l'ensemble vient apporter en fait une ingénierie servicielle qui permet d'amener aux clients des garanties sur le niveau de performance énergétique. Et nous, ça nous permet de ne pas rentrer dans une dérive purement financière liée au dispositif. Avec un choix bien particulier, c'est que le C2E, le certificat d'économie d'énergie, ne transite pas par nous, mais il va directement du pollueur à l'utilisateur final. Dans la solution que vous avez mise en place. Dans la solution que nous avons mise en place. D'accord. Donc nous sommes fabricants. Oui, je t'en prie. Oui, nous sommes fabricants, nous travaillons avec des installateurs qui revendent et intègrent nos solutions de performance énergétique et on est venu associer un partenaire, un bureau d'études avec une approche service qui vient accompagner le montage du certificat d'économie d'énergie et le calcul de cette approche d'économie. D'accord. Donc on pourrait dire que prenant au sérieux l'enjeu de transition énergétique et aussi peut-être un point que tu n'as pas précisé, François-Xavier, c'est que vous aviez déjà une activité où l'installation de systèmes de récup à travers les produits que vous développez, l'installation qui permettait de récupérer sur des dispositifs de froid de la chaleur pour faire fonctionner récupérer de l'énergie, je te laisse expliquer. C'était une activité qui en soi marchait très bien parce qu'il y avait un retour d'investissement assez rapide. Et donc, d'une certaine manière, le C2E, c'est quelque chose qui est venu à la fois booster le marché et un peu apparaître déstabilisant avec le risque que s'il disparaît, ça déstabilise le marché. Donc, vous aviez une activité préalable à la mise en place de ces certificats qui avait une forme de pertinence à la fois technique et dans les solutions financières pour les clients qui installaient ce type de dispositif. Oui, tout à fait. En fait, le premier récupérateur de chaleur Ridel
Ridel, le nom de son inventeur, date des années 73-75. Et donc, ça a connu des années de gloire jusque dans les années 90. Et par un coût d'énergie assez faible, dans les années 90, ça s'est endormi. Et j'ai repris cette activité en 2011. Mais on était quand même sur un parc installé de plus de 3000 machines qui se sont vendues sans dispositif financier de type certificat d'économie d'énergie. Donc, si on se base uniquement sur la performance énergétique et la valorisation d'un rejet de chaleur pour reproduire de l'eau chaude, on travaille dans tous les cas sur des temps de retour sur investissement sur l'ensemble de nos clients inférieurs à 36 mois. Voilà. Quand on ajoute le C2E, ça devient relativement fou. Mais quand on a vu apparaître le C2E, évidemment, on s'en est réjoui. Ensuite, on a vu les aspects pervers arriver. Ça nous a fortement inquiétés. Et si on regarde un peu les activités comme le solaire il y a quelques années, on a vu une montée d'un certain nombre d'entreprises, montée en croissance, accompagnement par des subventions. Et puis, du jour où le robinet des subventions s'est arrêté, les entreprises se sont également arrêtées. Donc, par cette peur-là, on s'est vraiment concentré et on s'est accompagné avec notre partenaire de C2E pour dire qu'il faut aller au-delà du certificat d'économie d'énergie. Regarder le certificat d'économie d'énergie, non pas sur ce côté pervers, mais bien sur cet dispositif financier vertueux au service de la performance énergétique. À partir du moment où on le regarde sous ce prisme-là, il en vient, et il nous est venu des idées, j'estime plutôt correctes aujourd'hui, de dire on va miser sur le retour sur investissement, on va miser sur l'économie à 10 ans ou à 15 ans chez l'industriel et on va l'accompagner dans sa transition écologique. Et puis de là, on est venu apporter une nouvelle carte, c'est-à-dire que plutôt que de faire une installation one-shot, de partir et de jamais revenir chez le client, c'était de rentrer dans cette expérience client et de l'accompagner sur le long terme en intégrant un contrat de performance énergétique. Il a l'avantage de venir bonifier le C2E, le certificat d'économie d'énergie. Donc, si un jour on avait un C2E de 100 000 euros, en mettant un contrat de performance énergétique, on pourrait obtenir 150 000 euros. Simplement, c'est sous condition d'atteindre des résultats. Et ces résultats sont co-construits avec l'utilisateur final qui dit « voilà comment je consomme, voilà ma facture, voilà où je veux aller. Est-ce que vous pouvez y aller? Oui, non, dans quelle proportion? Et ce sur quoi vous vous engagez ?» Ça nous oblige, nous, en tant que fabricants, à pousser le dimensionnement de nos machines vers quelque chose de toujours plus performant pour assurer la performance de la machine sur le long terme. Ça nous oblige à toujours choisir les bons matériaux, les bons produits. Alors, je ne vais pas parler d'éco-conception parce qu'on n'y est pas encore. On a encore du travail à faire pour aller vers ce chemin-là. Mais ça veut dire des machines avec moins de pièces de rechange, pas de contraintes de maintenance, de manière à ce qu'on aille dans la durée, sur le long terme, avec des machines sans entretien. Et puis, au-delà de ça, dans l'entreprise Ridel Énergie, il n'y a pas de chiffre d'affaires pièces de rechange. Ça n'existe pas. On n'a pas ce sujet-là. Nos machines sont conçues, elles coûtent cher à l'achat, mais elles sont conçues sans pièces de rechange. Voilà, il n'y a pas de contrainte de maintenance. Et donc, le fait d'intégrer cette notion de performance énergétique au travers d'un contrat, ça nous a permis de nous inscrire sur le long terme et dans une dynamique de partage de performance avec l'utilisateur final, tout en gardant dans la boucle l'installateur qui, lui, est nécessaire et indispensable pour maintenir les équipements en fonctionnement tout au long de leur vie. D'accord, très bien. Du coup, si je comprends bien, et pour rebondir et à la fois montrer la puissance de ce que vous avez fait, c'est-à-dire plutôt que de rester dans une logique purement financière avec le risque que certains font, c'est-à-dire de décrocher des enjeux de transition énergétique, vous avez choisi au contraire de le prendre encore plus au sérieux parce que c'était le cœur de votre métier par les produits que vous développez. Et là, à la fois d'adosser à la fabrication des produits une solution intégrée qui par l'accompagnement, par un bureau d'études qui va mieux dimensionner, mieux accompagner le projet d'installation dans l'entreprise et le montage autour du C2E. Et une deuxième innovation très intéressante, c'est de trouver un modèle économique et un modèle de revenus qui n'est pas simplement sur la vente du produit, son installation et puis le CEE, mais qui va beaucoup plus loin avec la mise en place des contrats de performance. Qui cette fois-ci… Pardon.
Oui, les contrats de performance, pour le moment, ils nous permettent de rendre vertueux le dispositif du Exactement. C2E sur le long terme et de ne pas faire un one-shot avec un aspect uniquement financier. Évidemment, ça aide l'industriel. Il ne faut pas s'en cacher. À un moment, l'argent est là et ça lui permet aussi de faire d'autres choses. Ça va dans le bon sens. L'approche revenu complémentaire ou revenu différent, non pas par une vente en one-shot, mais où on pourrait partir sur l'usage, c'était un peu les préjugés avec lesquels je suis rentré il y a quelques mois avant de faire la formation d'économie de la fonctionnalité. Et je me suis rendu compte que finalement, on pouvait aller bien plus loin que l'usage et surtout ne pas faire de l'usage. Aujourd'hui, mes utilisateurs finaux ne sont pas ouverts à de l'usage parce qu'on a du certificat d'économie d'énergie. Par contre, on est prêt, le jour où le dispositif financier s'arrêtera, on sera prêt à passer à l'usage en s'appuyant sur le contrat de performance énergétique, puisque là, on a un partage du gain, un partage de la performance. On pourra partir du principe qu'on est arrivé à un espèce de duo win-win. Peut-être j'ai une dernière question, sauf si je suis trop long, je regarde mes collègues. Juste un dernier point. Est-ce que cette dynamique que vous avez mise en place a supposé pour vous en tant que structure la nécessité d'investissement particulier de votre part, ou est-ce que ça s'est fait assez naturellement à partir de ce que vous étiez, donc il y a eu une mise en place de ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessité d'investissement particulier, ou au contraire, ça nécessite un investissement particulier que vous avez soit autofinancé, soit trouvé d'autres modes de financement. Et comment cette transition, elle relève voilà, aussi d'une nécessité d'investir, et alors, du coup, sur quelle dimension? Je vais donner un ratio intéressant qui montre à quel endroit on a fait cet investissement. Aujourd'hui, pour vous en tant que structure. Voilà, en tant que fabricant, aujourd'hui, Ridel Energy, il y a quasiment 3 fois plus de personnel dans les bureaux que dans l'atelier au niveau de la production. C'est-à-dire que tout notre schéma est basé sur l'accompagnement en avant-vente. C'est de la collecte d'informations pour pouvoir travailler, faire le bon dimensionnement de la machine. C'est la collecte d'informations pour pouvoir dimensionner correctement le contrat de performance énergétique. C'est de la collecte d'informations pour, avec notre partenaire, établir la convention de C2E. Donc, en fait, tout le travail est fait avant la vente, de manière à sécuriser et emmener sur un projet vertueux pour l'utilisateur final. Le tout en embarquant notre installateur, où on n'est pas dans une relation bonjour Ridel Energy, merci de me chiffrer un récupérateur de telle puissance pour installer à tel endroit. On a abandonné ça. Et donc, on a investi principalement sur des ressources immatérielles dans l'entreprise. C'est passé par des premières pierres sur de la digitalisation et sur de la montée en compétences de certains profils et sur du recrutement. J'en étais absolument pas conscient avant de faire mon parcours EFC au niveau de… Et c'est par les mots qui se sont mis dans la formation que j'ai réussi et qu'on a réussi à mettre en lumière les investissements qu'on faisait dans l'entreprise pour nous adapter. Et on s'est rendu compte qu'on était sur ce que je viens de présenter, en fait. Mais pour être très honnête, parce qu'on reste des tout jeunes dans la partie UFC, on n'avait pas mis, on ne se rendait pas compte en fait de ce qu'on était en train de faire. Voilà, aujourd'hui, on a réussi à mettre des mots et ça nous permet d'accélérer sur ces aspects-là. Pour ce qui est du financement, aujourd'hui, on a la chance de bien se porter et de pouvoir autofinancer l'ensemble de ces démarches et de continuer à investir dans d'autres projets voilà, pour demain. Très bien. Merci beaucoup, François-Xavier. Sandro, peut-être je te passe la parole. Très bien, merci beaucoup Olivier, merci François-Xavier. Donc on passe au moment de la discussion, donc à partir de ces deux témoignages. Donc je vous rappelle la règle d'usage, c'est pour demander la parole, vous écrivez parole dans le petit chat pour vous signaler. Peut-être j'avais juste une question pour François-Xavier par rapport à ce que vous venez de dire. C'est la question du rapport à l'installateur et du rapport à l'usager final. Comment s'opère? Est-ce que l'installateur est mis aussi dans la boucle de cette coopération? Parce qu'on sait que
les économies d'énergie dépendent beaucoup aussi des conditions d'usage et que c'est l'installateur qui a le lien direct avec le client final, avec le bénéficiaire. Donc, c'est comprendre en fait comment vous sécurisez aussi cette dimension en fait de l'accompagnement dans la compréhension qu'a le client de l'installation technique et de ce qui relève aussi de son propre comportement dans l'utilisation de l'équipement. Et donc, comment vous tenez aussi ce dernier élément qui passe aussi par les installateurs? Ça passe par les installateurs et ça passe surtout par les installateurs. On a vraiment, je le disais au tout début, Riedel Energy est uniquement un fabricant et jamais nous pourrons vendre en direct à un utilisateur final. Donc, toute notre démarche n'est valable qu'à partir du moment où on est capable d'emmener dans notre démarche l'installateur. Aujourd'hui, nos installateurs, ça va d'un indépendant tout seul avec son camion qui est sur tous les fronts jusqu'à des grands acteurs comme le groupe Engie par exemple. Donc, des très grands groupes nationaux sont évidemment sensibilisés à ce type de démarche et on va plus être un maillon de la chaîne sur les grands acteurs nationaux. Par contre, sur des indépendants, on amène une vraie valeur ajoutée et on a une vraie force à trois, donc c'est-à-dire l'installateur, le fabricant et le partenaire C2E. On va ensemble porter l'offre. Et si je reprends les mots FC, si la coopération ne fonctionne pas avec l'installateur, le projet ne voit pas le jour, c'est une évidence. Et comment est regardé ce que vous faites par les acteurs du C2E, à la fois les services de l'État qui sont en charge de piloter ça, et puis de la part aussi des grandes entreprises qui financent en fait? Est-ce qu'il y a une originalité de ce que vous faites par rapport à d'autres systèmes de ce que vous avez appelé plutôt la dérive vers la financiarisation? Oui, alors très honnêtement, un utilisateur final qui décide de faire un projet de récupération de chaleur dans un objectif de diminution de sa facture énergétique et qui choisit une solution Riedel Energy, il a quasiment choisi la solution la plus chère sur le marché. Donc, ça veut dire parce qu'on a des matériels qui sont garantis 10 ans, on a des matériels sans entretien. Donc, on est quasiment une des solutions les plus onéreuses, mais elle est accompagnée d'un bien et d'une approche service. Mais quand un acteur du C2E, le pôle national, voit un dossier arriver en contrôle avec un équipement Riedel Energy, il est plutôt serein parce qu'il sait qu'il est sur un matériel qui va répondre à un niveau de performance énergétique sur lequel le fabricant est capable de s'engager, sur lequel on a des installations qui sont monitorées, sur lequel on est capable de dire quand on vous a vendu, on vous a annoncé tant, et un an plus tard, on revient, on compare les résultats, et alors oui, on peut se tromper, 10, 15, 20%, on n'est pas 5 degrés de température extérieure de différence, et ça peut changer les ratios. Donc, mais on est dans les ordres de grandeur qu'on en a annoncé. Et quand on a annoncé 3 ans de temps de retour sur investissement, c'est peut-être 3 ans et demi, et c'est jamais 10 ans. Donc aujourd'hui, on a cette, on va dire, cette renommée de marque et de fabricants, plutôt des produits de qualité sur mesure, absolument pas standardisés et qui sont adaptés à un projet pour un client. Ce que sort de nos usines, c'est uniquement des produits spécifiques. Vraiment, et je passerai la parole à Christian qui a demandé la parole. Est-ce que cette renommée, elle porte, parce que là, vous mentionnez les équipements, la qualité des équipements, ou est-ce qu'il voit aussi ce qui se passe du côté de l'organisation, de cette qualité de la coopération avec tous les acteurs, de la dimension servicielle sur le long cours, de l'accompagnement? Est-ce que c'est vu ça? C'est reconnu aussi? Alors, c'est reconnu, c'est vu et c'est reconnu. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'une fois qu'on a fait tout ce travail d'avant-vente, ce qui reste, c'est le produit qui arrive chez le client. Et ce qui a mis en lumière le travail qu'on a fait avec Atemis au travers de la formation, c'était très rigolo, c'est que nos devis font 20 pages, on a des accompagnements qui représentent des heures, et notre facture, c'est une ligne. Et en fait, on est absolument incapable de vendre, d'afficher sur la facture l'ensemble de la prestation qu'on réalise réellement. Et on a encore beaucoup à travailler sur ce point-là, parce que voilà, la facture, c'est une ligne, un récupérateur de chaleur, alors qu'en avant, c'est des heures de travail, de dimensionnement. Et je vous dis, la proposition technique de nos produits
et 15-20 pages. Voilà. On a encore beaucoup de travail à faire là-dessus pour répondre à ce sur quoi vous mettez le point. Les gens s'en rendent compte puisqu'ils reviennent. On travaille sur le long terme et on a une bonne expérience client parce que, indépendamment du produit, puisque quand on travaille avec un installateur, cet installateur a plusieurs clients. Donc, il vend à client A, puis B, puis C. Donc, vendre, c'est facile. Revendre, c'est très compliqué. Donc, quand on est capable de faire 10, 15, 20 ventes avec le même installateur, c'est signe que notre travail est reconnu et notre approche service est reconnue au-delà du produit. Moi, il me semble, juste un point, Sandro, juste un petit point de précision. François-Xavier, tu as dit grâce à l'accompagnement d'Athémis, mais il n'y avait pas qu'Athémis, il y avait aussi Isabelle Bouler et Jean-Michel Touvignon qui ont accompagné et le parcours et ton projet. Juste un point, ce que je trouve là aussi intéressant, me semble-t-il, c'est que, donc, bien sûr, adossé au produit, vous êtes des fabricants de produits. Et là, vous adossez une dimension très servicielle. Et c'est cet agencement entre produits adossés à des services qui nécessitent à ce moment-là d'autres compétences, qui donne une puissance, en tout cas, qui génère beaucoup plus d'effets utiles et de pertinence que si on restait juste autour du produit, même si le produit en tant que tel, ce que vous fabriquez, est déjà à un niveau de pertinence important par rapport à ce qui existe par ailleurs sur le marché. Et le point que je voulais souligner ici, c'est qu'il me semble que du coup, vous apportez, dans notre jargon, on appelle ça une solution intégrée qui cherche à répondre à des effets utiles. Mais il me semble que quand vous rentrez dans cette logique d'accompagnement, d'installation, enfin d'accompagnement, et qui cherche à pas simplement vendre, mais rester dans la durée autour de la performance énergétique, il me semble que vous allez toucher à d'autres dimensions qui ne sont pas qu'énergétiques dans l'entreprise, qui sont peut-être des dimensions de process de fabrication, des dimensions d'organisation du travail, des dimensions liées à leur propre performance interne, etc., etc. C'est-à-dire que d'un seul coup, en rentrant par la porte de l'énergie, il me semble que vous étendez en réalité à d'autres dimensions et qui donne à ce moment-là une puissance et un intérêt encore plus intéressant et plus vertueux à ce que vous faites. Oui, ça c'est un des sujets qu'on est en train de mettre en avant et qu'on va développer. Et là, la coopération est en train de prendre tout son sens. On a associé le bureau d'études C2E, on a associé un installateur qui est à la porte d'entrée dans un CHU, nous en tant que fabricants. Et donc, on est parti travailler sur la demande du client, c'est « merci de me mettre davantage de puissance pour produire mon eau chaude ». Et la réponse commune a été de dire « non, stop, que pouvons-nous nous faire ?» Déjà, au lieu de mettre de la puissance depuis une chaudière, peut-être pouvons-nous valoriser des rejets de chaleur, première approche. Et puis ensuite, avez-vous vraiment besoin de toujours plus d'eau chaude? Et donc, ce toujours plus d'eau chaude, ça consistait à aller voir les utilisateurs qui nettoient les laboratoires en fin de process et de leur dire comment tu nettoies, quelle est ta méthode, quel est le pistolet que tu utilises pour nettoyer, et peut-on utiliser un pistolet A plutôt qu'un pistolet B, voilà. Et puis quand on commence à remonter petit à petit le tuyau d'eau entre le pistolet et le point de puisage et le robinet sur le mur, on se rend compte qu'il y a un petit appareil qui est là pour générer de la mousse, de la mousse active pour pouvoir assurer le nettoyage. Et là, on se rend compte que derrière ça, on a des entreprises qui sont là pour vendre du consommable. Toujours plus de savon pour toujours plus de mousse. Donc, toujours plus de mousse, plus de savon pour faire du consommable donne beaucoup plus de mousse, donc beaucoup plus d'eau pour pouvoir rincer. Et alors là, on est dans une espèce de cercle pervers absolument incroyable. Et si on commence à reprendre le calibrage de la mousse et des mousses actives, on se rend compte que le nettoyage est toujours à un niveau qui est parfait d'un point de vue réglementaire, parce qu'on est toujours sur des aspects hygiène, et on consomme moins d'eau. Donc finalement, on va plus vite à rincer et on consomme moins de savon. J'en suis désolé pour l'entreprise qui est derrière, qui vendait du consommable à tour de bras, mais on doit absolument l'intégrer avec nous et l'emmener dans ce schéma vertueux. Donc voilà, donc ça, c'est des choses qu'on est en train de mettre en place et on est en train de… Ce qui me semble intéressant dans les deux expériences, les deux témoignages que l'on a eus, qui n'ont pas la même porte d'entrée
du tout, comme vous l'avez pu le voir. Mais ce qui me semble intéressant, j'aurais juste soulevé ce point-là avant, Sandro, qu'on fasse tourner la parole, c'est que ce qui donne la puissance à la transition, c'est la dimension servicielle des choses. Et pas uniquement la dimension technologique, c'est la dimension servicielle. Mais que cette dimension servicielle, donc de construire petit à petit une dynamique qui va être capable de prendre en jeu des enjeux de transition. Et que cette dynamique servicielle, elle est souvent plus collective et elle nécessite des montages un peu sophistiqués de systèmes d'acteurs pour pouvoir engager la dynamique. Que ce soit dans l'exemple que nous a cité, témoigné tout à l'heure Max Schaeffer, ou que ce soit pour toi, je trouve que d'une certaine manière, c'est ça qui est en jeu. Mais forcément, les systèmes de financement aujourd'hui sont plus ou moins en adéquation avec cela, parce que souvent, ils s'adressent à des structures individuelles et moins à la capacité à monter ces systèmes d'acteurs. Et ce que je trouve intéressant aussi dans l'exemple que nous a cité tout à l'heure Max Schaeffer, c'est que d'un seul coup, si le projet il apparaît pertinent, à ce moment-là, il y a d'autres, ici des personnes privées, qui sont prêts à s'engager dans ce projet pour soutenir cette dimension plus collective qui va avoir des enjeux qui dépassent largement ici uniquement la transition énergétique, ou dans le cas de Max, le fait d'acquérir X hectares pour produire des biens alimentaires. Et il y a là quelque chose qui trouve là des réponses qui ne sont pas du même ordre, et qui pour moi relèvent d'une même problématique d'une certaine façon. Christian, tu as demandé la parole. Oui, vous m'entendez bien parce que je suis en circulation. J'espère. Est-ce que ça va en termes de. Oui, bon. D'abord, merci à nos deux dirigeants qui ont présenté leur expérience, que j'ai trouvé absolument passionnante. Et aussi, merci beaucoup, Sandro, Angélique et Olivier. Vos questions sont excellentes et je trouve que nous faisons beaucoup avancer dans la compréhension de ce qui se joue. Peut-être deux remarques. La première, c'est que ce qui me frappe, c'est que dans la situation de Max, c'est-à-dire du jardin de Cocagne, en fait, il y a peu de capacité d'autofinancement parce que l'autofinancement du jardin est principalement capté par l'activité du jardin. Et du coup, je pense que Max a été très prudent et en même temps très pertinent pour aller chercher d'autres financements en lançant la SIC et en lançant un appel à un certain nombre de partenaires potentiels. Et c'est intéressant de voir que dans une situation où l'autofinancement des investissements est faible, lorsque l'on appelle à un projet plus collectif et sociétal, avec une dimension qui relève à la fois du bien-vivre alimentaire, mais aussi, par exemple, des enjeux de formation, puisque la ferme ou les fermes qui comptent constituer à partir des 26 hectares ne sont pas simplement des fermes au sens strict du terme, mais des lieux aussi de formation, de diffusion des compétences relevant du bien-vivre alimentaire. Et là, on voit bien que les investissements immatériels qui vont être juste dessous ou qui n'ont pas été complètement présentés par Max, mais qui sont associés à l'achat de la terre, vont pouvoir être financés au moins en grande partie par le développement de cette communauté à travers la SIC, une communauté d'acteurs visiblement assez différents, puisque ça va jusqu'à des footballeurs évidemment renommés à Lorient. Dans le cas de François-Xavier, pardon, dans votre cas que vous avez présenté, vous avez une capacité d'autofinancement, puisque ce que vous nous avez exposé avec beaucoup de précision, c'est que lorsque vous regardez votre activité, j'ai plus le pourcentage en tête, mais l'essentiel de vos activités relève d'une activité propre à l'entreprise qui relève de l'immatériel. Et donc, c'est de R&D, de recherche d'information, de pertinence de l'information, de construction de solutions qui sont des solutions intégrées. Mais à chaque fois, vous avez insisté sur cette question personnalisée, donc ils ne sont pas standardisés, même si après, dans la production, il doit y avoir des éléments standards. Vous avez expliqué que toute la construction et la conception des équipements étaient faites de telle manière qu'il n'y ait pas de caisse de rechange. Donc, on sent bien qu'il y a ici, derrière, une R&D très puissante pour faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin de pièces de rechange. Alors, je ne sais pas à quelle échéance, mettons 10 ans, puisque ce que je comprends, c'est que c'est une garantie 10 ans. Tout ça me paraît
très important, avec une capacité finalement d'intégrer dans l'équipement la valeur immatérielle, c'est-à-dire valoriser sur un plan monétaire par l'équipement la dimension immatérielle. Avec ceci dit, il faudrait creuser un peu l'affaire parce que en même temps, il y a un dispositif financier plus collectif qu'il n'y a pas du côté de Max. Max, il est confronté à l'achat de terre, point, au sens strict du terme. Vous appuyez sur un dispositif des CDE, des contrats d'économie d'énergie particulier qui permet une circulation financière autre que du terme à terme. Alors, deux remarques là, deux points. C'est dans le premier cas, ce qui ne serait pas intéressant aussi d'essayer d'inventer un dispositif de financement qui permet d'accompagner, qui vienne, je dirais, s'ajouter à celui qui passe par la SIC, et qui serait un système lié à la régulation, avec des objectifs aux territoriaux de bien vivre alimentaire, qui redonnent aux acteurs dans le bien vivre alimentaire des ressources financières redistribuées. Et de l'autre côté, ce qui ne serait pas intéressant, dans la façon dont vous construisez vos écosystèmes coopératifs, et on le sent avec des enjeux très importants du côté des utilisateurs, c'est la fin des réponses que vous avez faites à Olivier, et en même temps, dans la façon dont peut-être vous adressez aussi aux habitants, parce qu'on a plutôt entendu une adresse aux industriels, aux autres entreprises, industrielles ou pas, d'ailleurs ça peut être un hôpital, aux autres entreprises, qu'aux habitants eux-mêmes. Mais alors, si on passe aux habitants, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin d'inventer quelque chose qui va collectiviser des fonds qui vont permettre de développer, de changer d'échelle l'ensemble des investissements immatériels nécessaires au fait que c'est la qualité et les compétences collectives des installateurs qui vont jouer aussi de manière très importante dans le développement, cette fois-ci plus territorial, de votre activité. Voilà. C'est ça, c'est comment je sens une faible possibilité d'autofinancement chez Max, mais une forte mobilisation d'acteurs qui sont prêts à apporter des ressources pour financer un projet de bien vivre alimentaire, c'est-à-dire d'habitants. Et puis de l'autre côté, je sens une forte capacité d'autofinancement et peut-être pas encore quelque chose de construit avec les territoires pour amener des financements qui s'appuient sur les habitants et au-delà des habitants, un certain nombre d'acteurs plus territoriaux. Alors, juste là, c'est des questions. Je pose les questions, je ne me donne pas des réponses maintenant parce que ce que je pose est complexe, mais ça veut dire qu'il y aurait des sujets. Moi, je serais absolument ravi d'y contribuer, soit à travers l'atelier de l'Institut qui porte sur la transition énergétique, de continuer la réflexion avec vous, François-Xavier, et d'autre part avec Max dans le cadre de l'atelier bien vivre alimentaire, avec la participation dans les deux rencontres des personnes de l'atelier sur financement. Parce qu'on a, à travers vos deux expériences, des approches à la fois très originales, qui me semblent très pertinentes avec la logique servicielle que vous avez développée les uns et les autres, mais avec des atouts qui ne sont pas exactement les mêmes dans le cas de Max et dans le cas de François-Xavier. Ça va? François-Xavier, vous voulez réagir à… Non, mais oui, je peux réagir. Évidemment, enfin, je suis complètement en phase avec ce que vous venez de dire, Christian. C'est-à-dire que pour nous, la partie impact territoire, elle est à développer. Aujourd'hui, elle est totalement inexistante. On travaille sur l'ensemble du territoire français. On a pu créer 2-3 liens sur certaines régions de France où des organismes viennent, on va dire des organismes régionaux qui ont des dispositifs financiers pour accompagner les investissements des entreprises, viennent les abonder quand les entreprises investissent dans des équipements comme le nôtre, puisque c'est au service de la performance énergétique. Donc, on a 2-3 choses, mais c'est vraiment anecdotique et ça s'est fait sur des one-shots. On a énormément de choses à faire sur ce sujet-là
et pour être assez honnête, avec pas forcément l'idée de comment prendre le sujet. Peut-être Max voulait réagir aussi. Est-ce qu'il est là encore, Max? Oui, il est là. Il est là. Il est là. C'est pas obligatoire, c'est juste pour. Non, mais par rapport à ça, enfin nous, moi j'aime bien l'idée d'aller chercher des financements sur des objectifs territoires, quoi. Après, aujourd'hui, pareil, hein, pour savoir à qui s'adresser, je pense pas que ce soit auprès des particuliers cette fois, quoi. Non, mais la question qui te revient, Max, c'est une question. Toi, dans l'exposé de François-Xavier, on voyait très nettement la façon dont François-Xavier était en capacité de faire financer ses investissements très immatériels, à partir d'une capacité à un moment donné, d'un côté, d'intégrer ces éléments immatériels dans les équipements, la qualité des équipements, leur performance énergétique, d'autre part, la capacité d'induire des nouveaux usages, et enfin, l'espace de régulation qui a été mis en place par les CID2E, qui est un espace de régulation collectif. Dans ton cas, si tu veux, pour l'instant, l'appel de fonds, il s'est porté sur le foncier, donc sur une question très matérielle pour l'instant. Oui. L'immatériel n'est pas abordé. La dimension immatérielle des investissements, d'ailleurs, ils ne sont pas encore identifiés de mon point de vue. En tout cas, je ne les ai pas entendus. On en rediscutera peut-être demain, puisqu'on se voit demain. Mais ils n'ont pas été, pour l'instant identifiés. Donc, ils ne font pas partie de la campagne qui ont permis de récupérer 230 000 euros. Et du coup, là, il y a un trou dans la raquette, si je peux me permettre. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des fonds pour avoir quoi, c'est pas bien, c'est fondamental quand on est dans le milieu alimentaire d'avoir le foncier. Mais en même temps, on voit bien que le foncier, c'est la moitié du chemin d'une certaine manière. La deuxième moitié du chemin, c'est toutes les questions immatérielles qui vont tourner autour du foncier. Et là, on sent que, moi, c'est mon intuition, que cette fois-ci, autant dans le projet de François-Xavier, la dimension territoriale est embryonnaire, comme vient de le dire avec beaucoup de simplicité, autant de ton côté, la dimension territoriale est très présente, mais la dimension du financement immatériel de ce que vous faites est embryonnaire. Et d'autre part, la dimension de la régulation, d'un dispositif de régulation qui, de manière dynamique, sur le moyen et long terme, n'est pas en place, alors qu'il existe un dispositif de régulation plus ou moins bien, détourné par certains acteurs pervers vers la financiarisation, chez François-Xavier, mais il n'y a pas de dispositif de régulation sur le bien vivre en la terre. On n'a pas inventé ça encore en place. Et moi, je trouve que c'est un manque. Donc, je trouve que la comparaison entre les deux expériences passionnantes nous montre à la fois des points d'acquis très forts et en même temps, je dirais, un cheminement encore à poursuivre, notamment en termes financiers. C'est ça que je voulais dire. Ok, enfin, c'est sûr. Donc, intéressé aussi pour échanger demain, certainement. D'accord, à demain, Max. Mais non, peut-être que je voulais ajouter, moi, c'est que l'investissement immatériel que nous, on amène, peut-être que nous, on le récupère dans ce retour de la création d'une communauté qui va nous amener. Alors, c'est pas chiffré, c'est pas estimé ni rien, mais par contre, là, on investit beaucoup, nous, dans peut-être la conception et la mobilisation de ces personnes-là, mais demain, on a un retour évident avec ce que j'ai présenté tout à l'heure, quoi. Oui. Moi, ce que j'ai entendu… Je coupe mon micro maintenant, je vous salue. Ce que j'ai entendu, c'est aussi que les deux autres candidats au rachat de la terre ont renoncé parce que sur le plan de la production pure et dure, c'était pas intéressant, et que vous avez reconnu aussi dans cette terre, du fait de son positionnement, une dimension aussi de ressources sur le plan de l'éducation, d'une action éducative, qui ouvre effectivement tout un autre pan d'action. Alors là, effectivement, on n'a pas trop approfondi,
mais qu'à travers les activités d'accompagnement, de réinsertion des personnes qui s'orientent vers d'autres exploitations, à travers l'action éducative directement adressée aux acteurs de la ville, du territoire proche, il y a aussi des dimensions très intéressantes et qui sont au cœur même de la dynamique que tu as décrite. Peut-être rajouter, excuse-moi Sandro, du coup sur cette dimension-là, mais on part un peu. J'ai l'impression, mais peut-être tu me diras Max, qu'il y a effectivement une dynamique d'animation de territoire et d'ingénierie de projet assez forte dans les différents projets qui existent, qui fait référence à la dimension immatérielle dont parle Christian, mais qui est valorisée autrement. Et là, pour le coup, à l'heure actuelle, on est plus en lien avec des financements publics sur ces questions-là, quoi. Sauf erreur. Si, complètement. Ouais. Si, complètement. Ou en tout cas, même, non, nous, c'est même presque des fonds propres aujourd'hui. Donc, c'est un peu, c'est pas un modèle. Ça a été très bien dit tout à l'heure. Nous, c'est pas un modèle viable, mais aujourd'hui, on s'y retrouve parce que derrière, on a un retour avec une meilleure assise sur le territoire, de nouveaux partenariats et une reconnaissance qui fait on continue à avoir aussi des financements, quoi. Mais c'est pas ni valorisé ni bien mis en avant, ne serait-ce que pour nos propres financeurs publics, quoi. Très bien. Je regarde l'heure parce qu'on a déjà dépassé les 18 heures et c'est un peu le moment où les personnes commencent à partir, donc ce serait dommage de ne pas terminer ensemble. Je remercie beaucoup Max, Schaeffer et François-Xavier. Merci beaucoup de votre présence, c'était vraiment très très intéressant et ça donne envie de poursuivre cette discussion dans d'autres cadres qu'on va certainement trouver, comme l'indiquait Christian. Merci Angélique et aussi Olivier d'avoir préparé. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est vraiment d'articuler les trois dimensions qui me semblent centrales dans ce qu'on discute. C'est derrière les questions de financement, c'est l'ingénierie financière elle-même, qu'on vient de le rappeler ou l'indiquer Christian, c'est-à-dire de penser une ingénierie financière dans les modalités de circulation de la valeur des ressources financières, de telle sorte qu'elle offre aussi des modalités d'appui, de mutualisation, de soutien en fonction des disponibilités financières, d'autofinancement plus ou moins grandes. Donc, qu'à travers l'ingénierie financière se jouent aussi des dimensions de soutien à l'activité et donc qu'elle soit aussi dans un esprit de coopération, cette tuyauterie financière. Le deuxième élément qui me semble important dans les deux témoignages, c'est la pertinence des dispositifs d'ingénierie et d'accompagnement méthodologique dans les actions de transition. Et je pense autant dans le secteur agricole, on voit bien comment il y a tout un pan de conseils vis-à-vis des agriculteurs qui est complètement à côté des enjeux qu'indique Max et qu'on voit qu'il y a encore besoin de renforcer sur le plan territorial, multifonctionnel. Et donc là, c'est tout le recours aussi à l'expertise de tiers de liens qui a permis d'accompagner le montage de ce dispositif de financement en SCI tout à fait intéressant. Et dans le secteur énergétique aussi, la manière dont, en fonction des dispositifs qu'on met en place, voilà, ça donne des résultats complètement différents. Et si on n'y prend pas garde, avec le risque aussi de retourner complètement un dispositif incitatif qui peut complètement se retourner dans des effets complètement pervers et à côté de l'intention initiale. Et donc, le fait aussi que dans les dispositifs, il ne suffit pas de passer par une incitation financière, parce que la finance par elle-même n'est pas suffisante pour accompagner le développement de projets pertinents au regard des enjeux de la transition. Et le troisième élément, c'est le rôle central des investissements immatériels comme composante du projet et donc aussi de ce que le financement doit venir soutenir. Et donc, c'est très intéressant ce qu'indiquait Olivier, c'est-à-dire la manière de penser la transition dans une dynamique servicielle permet de penser aussi l'acte de financement comme un engagement. Pas uniquement comme le fait de couvrir des dépenses techniques, de réalisation d'un chantier, d'une opération, d'un développement technique, mais aussi comme une modalité d'engagement dans un projet sociétal, dans une visée
comme ça, sociétale sur le long terme. Et donc, ça produit aussi de l'investissement immatériel, ça produit aussi une dynamique de développement immatériel par la modalité même de réaliser cet agencement d'acteurs et la mobilisation des acteurs dans un projet. Et donc, c'est aussi une manière de porter plus collectivement les investissements immatériels qui autrement peuvent être excessivement lourds s'ils reposent uniquement sur un acteur unique, tellement les enjeux de la coopération débordent en fait les périmètres d'une entreprise, d'un secteur, d'une problématique ou d'une solution. Voilà. Donc, on aura certainement l'occasion de reprendre ces questions. Merci beaucoup. Donc, comme je le disais en introduction, on se donne rendez-vous le 9 septembre pour la reprise de nos émissions dans un format qu'on étudie. Mais l'idée, c'est d'alterner des formats différents, de garder une certaine régularité hebdomadaire dans la mesure du possible ou bi-hebdomadaire, voilà. Mais en tout cas d'avoir des rencontres, de maintenir ce rythme de rencontres régulières, peut-être sur des horaires aussi adaptés et plus accessibles pour tous. Voilà, donc merci pour avoir partagé avec nous cette expérience de 3 mois d'émission Travail et Transition. Je remercie tout particulièrement à titre personnel le petit groupe avec lequel nous avons construit les émissions, surtout depuis un mois et demi, avec Angélique Pitot du réseau Cocagne, avec Sarah Elie du Club Économie de la fonctionnalité de la coopération d'Île-de-France, Olivier Blandin, qui est un collègue d'Athémis et impliqué aussi dans le club INE en Normandie, et Anne-Lise Ullmann, qui est aussi une très proche d'Athémis dans les dispositifs de recherche et qui est enseignante au CNAM. Merci beaucoup à vous d'avoir partagé cette expérience qui a été très enrichissante pour nous et on l'espère aussi pour tout le public qui nous a accompagnés. Un bel été, comme je vois que d'autres l'expriment dans la conversation, un très bel été à vous tous. Et puis rendez-vous à la rentrée pour comme ça continuer nos efforts et nos coopérations pour réussir les défis de transition qui nous attendent. Au revoir, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.